Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Ancienne journaliste, Marie-Éloi est la fondatrice de plusieurs réseaux d'affaires 100% féminins. Femmes des territoires, un réseau national d'entraide nationale pour la création d'entreprises, Bouge ta boîte, un réseau business pour le développement des entreprises, et Bouge ton groupe pour faciliter l'égalité professionnelle et les carrières des femmes dans les entreprises et les collectivités. Son leitmotiv, promouvoir la place et l'impact des femmes dans l'économie. Car si les femmes sont de plus en plus nombreuses à oser se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, les freins demeurent multiples. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre domaine d'expertise ? Je m'appelle Marie-Éloi et ce qui m'importe, c'est la place et l'impact des femmes dans l'économie. Pour ça, j'ai créé plusieurs organisations. Femmes des territoires, qui est un réseau de création d'entreprises pour les femmes, qui aujourd'hui est présent dans 50 villes en France, qui a accompagné l'année dernière 9500 femmes dans la création d'entreprises. C'est un réseau d'entraide à la fois de proximité, avec des antennes, et digital, avec une plateforme pour partager des coups de pouce, voir les événements près de chez soi. Deuxième organisation, c'est Bouge ta boîte, qui est un réseau business pour les entreprises déjà installées, les TPE, donc les commerçantes, les agricultrices, les freelances, etc. Et là, on est dans 120 villes, on organise 5000 réunions de travail par an. Et troisième organisation, c'est Bouge ton groupe. C'est pour faciliter l'égalité professionnelle et les carrières des femmes dans les entreprises et les collectivités. Et là, on travaille dans tout type de secteur, en France et à l'étranger. Et quel a été le moteur de cet engagement en faveur de la place des femmes dans l'économie ? Souvent, on me dit que l'économie est là, que c'est bon, Marie, la place des femmes dans l'économie, on y est, on en parle tout le temps, donc... Et en fait, quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'on a encore un delta qui est gigantesque, on voit bien qu'on a encore plus de 250 ans avant d'arriver à l'égalité économique. Je vais donner quelques chiffres. Dans les chefs d'entreprise, dirigeantes d'entreprise, aujourd'hui, on a 70% des dirigeantes qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Chez les hommes, on estime que c'est 50% d'entre eux qui déclarent vivre correctement de leur activité. Mais pour un homme, vivre correctement de son activité, c'est pas gagner 1 500 € par mois, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 € par mois. Donc on voit bien qu'il y a un delta qui est gigantesque et qui s'explique notamment chez les dirigeants d'entreprise par... alors on va beaucoup parler de l'absence de financement, mais ça c'est beaucoup vrai pour les startups, ça l'est beaucoup moins pour les toutes petites entreprises qui sont finalement très peu à se financer et qui sont très peu à avoir besoin de financement. Et qui sont généralement financées par Pôle emploi au démarrage. Mais ça se joue sur le réseau. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai créé toutes ces organisations. Parce qu'en fait... un homme entrepreneur, il va tout de suite faire jouer ses relations, il va tout de suite réseauter, même de façon officieuse. Une femme, elle va se lancer toute seule dans son coin, en n'osant pas forcément mettre de valeur sur soi, sur son projet, donc en le finançant, ni dans un réseau. Elle ne va pas forcément se sentir légitime pour aller dans un réseau. Moi, quand par exemple j'ai créé le premier réseau d'entraide Femmes de Bretagne, avant Femmes des Territoires, je ne me sentais pas du tout entrepreneur. Je venais de créer une école Montessori pour mes enfants. Franchement, je ne me sentais pas du tout entrepreneur. J'aurais jamais osé pousser la porte d'une CCI, par exemple. Et à l'époque, il n'y avait que des réseaux soit élitistes, soit un peu contre les hommes. C'est pour ça que j'ai créé le premier réseau, Femmes de Bretagne. Et puis très vite, ça a eu un grand succès, mais je l'avais créé qu'en digital. Et je n'avais pas du tout prévu des rencontres physiques parce qu'il y avait plein d'autres réseaux qui faisaient ça. Je me suis dit, je ne vais pas marcher sur leur plate-bande. Et les femmes m'ont dit, mais Marie... nous, on veut se rencontrer en vrai. Je dis non, mais c'est pas possible. Elles ont dit, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Et donc, elles ont commencé à se rencontrer. Et puis, c'est devenu 500 événements par an autour de l'entrepreneuriat en Bretagne. Et puis, depuis, beaucoup plus avec tous les autres réseaux. Mais en fait, je m'étais clairement auto-censurée et je n'avais pas pris toute la mesure du réseau. Et les réseaux féminins sont essentiels pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une caractéristique commune. Cette caractéristique commune, comme pour toutes, ça permet de s'identifier, de se dire moi aussi je peux, en fait elle est comme moi et en fait ça reflète mon histoire et du coup pourquoi pas voir autrement les choses et puis voilà. Et puis ça permet d'aller plus loin ensemble, de se booster, de retrouver énormément d'énergie parce que chacun a sa place en fait. Je prends souvent l'exemple des dîners.
Dans un dîner entre hommes, il y a un certain ton, une certaine énergie. Dans un dîner entre femmes, il y a un autre ton, une autre énergie. Dans un dîner entre couples, il y a encore un autre ton et une autre énergie. Et en fait, chacun a sa place. D'où l'utilité des réseaux féminins. Ils ont leur place. Et souvent, ils sont dénigrés, ils sont considérés comme secondaires, etc. Or, ils sont un moteur essentiel de la dynamisation de nos territoires et de la visibilité des femmes. Donc, Femmes des territoires, aujourd'hui, donc pour la création d'entreprises, elle a ce rôle de sortir du bois les femmes, de les mettre en lien, de leur faire partager des compétences en présentiel et en digital pour qu'elles puissent créer des entreprises viables. Donc, on fait venir ensuite tous les réseaux de la création d'entreprises à elles, parce que je ne veux plus voir ce chiffre de 70% qui n'en vivent pas de leur activité, parce qu'elles prennent un risque énorme en créant leur entreprise. C'est souvent de la reconversion, donc une deuxième partie de vie après avoir été salariée. Donc elles se lancent dans l'expertise de leur métier sans avoir les codes de l'entrepreneuriat. Donc il faut absolument leur apporter les codes de l'entrepreneuriat, et ça passe par le réseau, ça passe par être entouré, ça passe par l'identification. Donc ça, c'est Femmes des territoires, pour qu'elles créent des entreprises qui tiennent la route et qui ont un impact autour d'elle, parce que si on crée son entreprise, c'est pas juste pour être dans son coin et pas en vivre, c'est pour avoir un impact autour de soi. Elle crée pour le sens. Donc il faut avoir les codes entrepreneuriaux. Bouge ta boîte, c'est pour que cette expertise, une fois qu'elle est créée, soit montée en visibilité. Et aujourd'hui, dans les territoires, l'entrepreneuriat, il est très peu mixte. Les femmes restent encore peu visibles. Donc leur permettre de travailler en équipe dans leur territoire avec une méthode très structurée où elles vont se recommander, où elles vont pitcher ensemble, où elles vont développer leur entreprise et leurs compétences les unes grâce aux autres, et donc ensuite travailler sur tout le territoire avec tous les acteurs de l'économie, les autres réseaux, les CCI, les chambres des métiers, la mairie, la région, et faire en sorte que les femmes soient tout autant considérées comme expertes, tout autant crédibles et tout autant visibles en tant qu'entrepreneurs que les hommes. Et la troisième organisation, en fait, on a appliqué toute la méthode qu'on a mise en place auprès des entrepreneurs, on l'a appliquée pour les salariés, et ça, c'est Bouge ton groupe. Et donc, c'est une méthode très efficace qui est centrée vraiment sur le ROI, pour chaque femme et aussi pour l'organisation. C'est une femme par service. Donc, on a des groupes de jusqu'à 12 femmes, une par service. Donc, on a comptabilité, achat, logistique, enfin, toutes différentes, qu'on va réunir tous les mois pour qu'elles travaillent en équipe au sein de leur entreprise, pour faciliter la transversalité, pour qu'elles aient vraiment une équipe sur qui s'appuyer au sein de leur groupe, de leur entreprise, et qu'elles puissent ainsi monter en leadership et en compétences les unes grâce aux autres, et en position aussi. On a des chiffres qui sont dingues sur Bouge ton groupe. On a 92% d'entre elles qui déclarent avoir changé de posture grâce à la formation, qui dure entre 6 mois et 1 an, et on a 65% d'entre elles qui ont eu une autre position, c'est-à-dire qui ont soit changé de poste, soit une augmentation, soit une promotion, soit une ouverture de poste suite à la formation. Donc on voit bien que la sororité, l'intelligence collective permet de débloquer des choses fantastiques, en fait, d'enlever tous ces freins, tous ces biais, toutes ces croyances qui ont été mises en nous depuis toujours, mais en nous toutes et tous, femmes et hommes. Vous rappelez-vous de votre première prise de parole en public ? Oui, je m'en rappelle très très bien, c'était désastreux. Donc j'étais journaliste avant de faire tout ce qui a trait à l'économie. J'étais journaliste à RFI, à Radio France Internationale, et j'avais postulé pour un prix qui s'appelait le prix des droits de l'homme. Et donc je ne pensais absolument pas l'avoir du tout. Et donc j'étais dans la salle, j'étais venue quand même, j'étais dans la salle, et je vois le présentateur sur scène qui commence à expliquer le contenu du reportage, et en fait qui a gagné, lauréat. Et en fait c'était tout mon reportage, et donc je me suis enfoncée dans ma chaise, et là il m'appelle, donc je bouge pas, et il dit faut venir sur scène. Donc j'y vais, il me remet le trophée, je dis merci, et je m'en vais, il fait un petit mot quand même, je dis non, et je suis partie. Donc voilà ma première prise de parole en public. Quelles étaient vos appréhensions à cette époque ? Mais absolument zéro légitimité. Mais pourquoi c'était moi ? Déjà, je m'étais un peu forcée à répondre à ce prix. Donc, pourquoi mon reportage ? Il y avait des pontes autour de moi. Et qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont se dire, oh là là, elle n'a aucune légitimité. Et puis surtout, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas qu'on pouvait dire quelque chose. Enfin, voilà. Bon, c'était il y a 20 ans. Et pensez-vous que le fait d'être une femme puisse être une difficulté supplémentaire ? Alors, je n'avais pas du tout pensé à ça en ces termes. Je n'avais pas du tout eu ce recul-là. Je m'imaginais juste comme une petite souris, en fait, et qui n'avait pas sa place là, en fait. C'était plus la place des grands. Et aujourd'hui, évidemment, avec le recul, je vois très bien que c'est aussi toute l'éducation, toute la construction qu'on a reçue qui fait qu'on se sent rarement légitime pour prendre la parole. Nous, dans notre catégorie qui est business patron,
dans les personnalités les plus médiatisées en France, on n'a que 3% de femmes médiatisées, on a 97% d'hommes. Donc on voit bien qu'il y a un delta énorme. Et je rencontre énormément de dirigeantes d'entreprises et je leur dis, mais il faut candidater au prix. J'avais oublié d'ailleurs que cette première prise de parole. Il faut candidater au prix, il faut nous rendre visibles. Et elles me disent toutes, oui, mais il y a plus légitime que moi, il y a plus compétente. Et puis mon ego en a pas besoin. Et je leur dis, bah oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on se dit tout ça. Et résultat, ça donne 3% de femmes visibles dans les personnalités les plus médiatisées. C'est pas possible. Donc en fait, pour les autres, on doit y aller, on doit se rendre visible. C'est pas pour notre ego, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre qu'on doit faire notre part. Que vous apporte la prise de parole en public, que ce soit dans votre carrière ou à titre plus personnel ? Alors moi, en fait, c'est aussi mon métier d'origine. J'étais journaliste radio, donc je racontais plutôt ce que faisaient les autres. Mais j'ai toujours adoré cette adrénaline, notamment l'adrénaline du direct, j'adore ça. Parce qu'à RFI, c'est Radio France Internationale, donc on parle devant des millions de personnes en direct. Et ce que j'adore dans la prise de parole, c'est l'adrénaline, c'est le challenge, c'est de me dire waouh, là il faut que j'y aille. Et il faut que je retombe sur mes pattes quand je parle, et il faut que ça soit percutant, il faut que ça soit impactant. Et surtout quand on traite des sujets comme l'égalité femmes-hommes, il y a tellement à convaincre, l'inconscient collectif, il est tellement rouillé par tous les biais, les préjugés, qu'il faut arriver à être la plus convaincante possible pour se dire peut-être que j'ai mis une petite graine dans l'esprit de quelques personnes et peut-être que ça va changer des choses au quotidien. Donc j'ai ce devoir d'exemplarité quand je parle, en tout cas je me l'impose. Et je suis hyper exigeante envers moi pour me dire peut-être qu'en mettant ça dans la tête de quelques personnes, ça va changer des choses. Et après, je fais de mon mieux. Des fois, je suis catastrophique, ça arrive. Mais à partir du moment où j'ai fait de mon mieux, ça va. Faire de son mieux, est-ce le conseil que vous donneriez aux femmes ? Ouais, non, faut préparer. Moi, je prépare beaucoup. Quand c'est des conférences, par exemple, ou quand c'est sur des scènes importantes, je prépare vraiment. Et après, j'y vais et je me dis, je mets tout mon cœur, toute mon énergie et j'essaie de toucher les gens. Après, des fois, j'y arrive pas parce que il faut aussi ne plus avoir en tête les échecs pour pouvoir se lancer plus facilement. Parce qu'en fait, je me rappelle, une fois, je suis montée sur scène et il y avait 1000 personnes dans la salle et j'avais vachement préparé. Et je crois que j'avais trop préparé. Et je suis montée sur scène et la personne m'a posé la question pour me lancer sur mon truc solo. Et en fait, il y a 3 mots qui sont sortis, qui n'avaient aucune cohérence les uns avec les autres. Enfin, c'était... il n'y avait rien qui sortait de mon cerveau, il y avait un blanc dans le cerveau. Enfin, c'était vraiment comme dans les films. Du coup, je suis descendue de scène. Et là, je me suis dit, je vais raser les murs pour repartir chez moi en douce. Et c'était le moment du cocktail. Et du coup, tout le monde est sorti en même temps et je me suis retrouvée au milieu de tout le monde qui venait de me voir complètement pathétique sur scène. Et il y a 2 femmes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit tu sais Marie, on s'est reconnue dans ton imperfection. Et en fait, je me dis alors même si je me plante, ça peut servir à quelque chose. Du coup, je me dis je fais de mon mieux. Et puis même si je me plante, c'est pas grave, ça va servir à quelque chose. De quelle manière vous préparez-vous ? Avez-vous des clés, des rituels ? Alors, si c'est un podcast ou si c'est un échange comme là, je prépare pas parce que je viens avec qui je suis et puis voilà. Et si par exemple c'est des conférences ou des TED ou... parce que là, je viens d'accepter un TED en anglais pour la fin de l'année, donc là, je vous dis pas, je vais me préparer à fond. Ou si c'est devant des grandes scènes, par exemple, là en octobre, c'était sur la scène du Bang à l'Accor à Hotel Arena, donc à Bercy. Donc là, j'ai une journée où j'écris. Et une journée où je me le répète, où je l'intègre vraiment dans mon corps. En fait, il faut qu'il soit dans mon corps vraiment, que ça devienne naturel pour le dire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préparent pas, qui y vont comme ça, mais moi, j'en suis totalement incapable. Et avez-vous des modèles de femmes qui vous inspirent ? Alors, au cours de ma carrière, c'était mes chefs quand j'étais journaliste. Donc, Claire Hédon, qui est aujourd'hui défenseur des droits en France, et Emmanuelle Bastide, pour qui je travaillais pendant très longtemps, qui est toujours animatrice d'une quotidienne sur RFI. Et elles m'ont vraiment donné ce côté sois toi-même et dis vraiment les choses et n'aie pas peur des mots. Et donc, elles m'ont beaucoup, beaucoup entraînée il y a longtemps, il y a maintenant 15 ans, 20 ans. Et ensuite, aujourd'hui, une personne qui m'inspire énormément, c'est Jacinda Ardern, que vous connaissez, qui est la première ministre néo-zélandaise, enfin ex-première ministre, puisqu'elle vient de démissionner, et qui a mené ce pays avec énormément d'empathie, avec énormément de leadership nouveau, en fait, avec une forme de puissance qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez nos politiques.
et qui fait énormément de bien et qui m'a presque réconciliée avec la politique. Alors moi, je ferai jamais de politique, mais par contre, ça m'a montré qu'il y a un autre chemin qui est possible, qu'on peut être soi-même, parce que je crois qu'on n'est jamais aussi puissant et puissante que quand on est soi-même, et elle l'est, et d'incarner cette puissance-là dans la politique aussi. Je ne savais pas que c'était possible, et elle a montré cette voie-là, et elle est vraiment très très inspirante. À ce propos, diriez-vous qu'il existe un leadership féminin ? Pour moi, il n'y a pas un leadership féminin et un leadership masculin. Il y a l'importance de la mixité. Par contre, en chacun de nous, on a du masculin et de féminin, qu'on soit femme ou homme. Donc on a des femmes qui vont être avec un leadership plus qu'on pourrait appeler plus masculin et vice versa. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas ça. Par contre, il y a des valeurs féminines, donc on a en chacun de nous, qui sont totalement ostracisées depuis très longtemps et qui commencent aujourd'hui à s'exprimer et qu'on retrouve énormément chez les jeunes et chez les femmes, et chez les hommes aussi, mais qui ont été vraiment mis sous le tapis pendant assez longtemps. Et ces valeurs-là sont absolument nécessaires au monde aujourd'hui. On ne peut pas continuer avec ce modèle où ces valeurs dites féminines ont été complètement occultées et qui font qu'on va dans le mur aujourd'hui, qui font qu'on vit toutes ces crises. Pour répondre à toutes ces crises, on va devoir justement changer le modèle de décision et de pouvoir, et donc s'appuyer de manière identique sur le féminin et le masculin, et pas que sur le masculin. Et donc les femmes ont un très grand rôle à jouer pour bousculer ces normes-là, les femmes et les jeunes. Et quelles sont ces valeurs dites féminines ? Le soin, l'esprit collectif ? Exactement. Par exemple, quand on prend le PIB, qui dirige aujourd'hui toute notre économie, donc le produit intérieur brut, il ne calcule que les transactions des biens, des services, donc tout ce qui est financier finalement. Il ne s'appuie pas du tout sur tout ce qui est soin à l'humain, soin à la nature, qui est pourtant essentiel et qui sont absolument fondamentales pour résoudre les crises. On doit changer notre perception du pouvoir, on doit changer notre perception de la puissance en nous appuyant aussi sur ce soin, ce care, mais de ce care à l'anglo-saxonne de manière globale, c'est-à-dire soin à la nature, donc environnement, eau, air, biodiversité, climat, et aussi soin à l'humain, donc dès la plus tendre enfance, parce que ça n'a pas été pensé comme ça en fait, avec des crèches adaptées, etc. Et puis jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la fin de vie. On voit bien aujourd'hui comment on traite nos seniors, on va tous passer par là en fait. Donc égoïstement, ne serait-ce qu'égoïstement, on doit remettre l'humain et la nature au cœur, et aujourd'hui ça n'est pas ça. Sauter dans le vide, vibrer, oser, ce sont des expressions que vous aviez utilisées lors d'une de vos interventions à l'occasion d'une conférence TEDx il y a quelques années. Comment y parvenir concrètement sans se laisser vaincre par la peur ? Alors ça, vous évoquez un TEDx qui est vieux de 8 ans. Et en fait, ils étaient venus me chercher TEDx Lorient pour que je raconte ma vie. Mais alors là, franchement, j'ai dû puiser au plus profond de moi-même pour me sentir légitime pour aller là-dessus. Et en même temps, le côté challenge me plaisait énormément. Et dans ce TED, je raconte un mantra qui est toujours le cas aujourd'hui pour moi, parce que je suis une immense trouillarde. C'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Donc c'est quelque chose, c'est une petite phrase que je me dis régulièrement pour accepter des choses où après je me dis mais pourquoi je me suis embarquée dans ce truc ? Ça m'arrive quand même assez régulièrement. Mais rien qu'en me disant cette petite phrase, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Mais en fait, ça ouvre ce champ des possibles, ça montre que je peux prendre d'autres chemins, ça montre que je peux avoir une autre posture, ça montre que je peux dire ce que je pense vraiment et être vraiment ce qui me fait vibrer, comme vous l'avez dit. Et du coup, ça m'aide à faire le premier pas, parce que quand on fait un premier pas, généralement, on est embarqué dans la direction et après, il n'y a plus qu'à. Après, on n'a plus qu'à continuer. Pourquoi est-ce si important d'oser selon vous ? Je pense qu'on ose tous à des degrés différents. J'ai rencontré une entrepreneure qui m'a vraiment inspirée à Lyon. C'est une entrepreneure qui aujourd'hui a ouvert son entreprise et qui, il y a quelques années encore, elle avait été en burn-out, virée de son entreprise après des années de bons et loyaux services, virée du jour au lendemain. Elle s'est souvenue que, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait la sensation de ne jamais oser. Et donc, elle s'est lancée un défi par jour. Et son premier défi pour oser, c'était à la caisse des supermarchés de demander, vous savez, en contrepartie des bons, de demander les Tupperware en contrepartie des bons. Et en fait, à la caisse, à chaque fois qu'elle passait, elle n'osait pas demander, elle avait des bons, mais elle n'osait pas demander les Tupperware. Et donc, elle s'est lancée ce premier défi-là, je vais demander les bons. Et en fait, elle a donné les bons à la caissière qui a dit, mais oui, bien sûr, aucun problème. Elle s'est rendue compte qu'en fait, ça en faisait une montagne, alors que c'était super simple. Et tous les jours, elle s'est mis un nouveau défi, jusqu'à retrouver un nouveau job, jusqu'à lancer son entreprise, jusqu'à avoir un impact autour d'elle. Et en fait, ça peut partir vraiment des petites choses. Donc, oser, c'est pas forcément gravir l'Himalaya tout de suite. C'est juste commencer par des petits pas qui sont les nôtres, en fait. On s'en fiche du regard des autres et de ce que eux font. Eux-mêmes ont leurs propres défis. On a toutes et tous nos épreuves, on a tous et tous nos défis. Donc, ce qui compte, c'est de faire à la hauteur de qui on est à ce moment-là, de l'énergie qu'on est à ce moment-là, et ensuite de faire de son mieux. Et puis après, tout est possible. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk,
un podcast Vox Femina en collaboration avec A priori, le média des décideurs.